Voilà, donc je vais reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois, en rappelant les éléments, en rappelant très rapidement, je ne vais évidemment pas répéter tout ce que j'ai dit la fois dernière, mais je reprends, pour en particulier ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister à la première séance, évidemment la mise en place du créneau horaire, c'est toujours un petit peu laborieux les premières fois. Donc j'avais présenté la linguistique analogique comme étant quelque chose comme une branche de la linguistique théorique. La linguistique théorique étant une perspective linguistique qui se nourrit, si l'on veut, qui prend ses informations dans toutes sortes d'autres domaines, aussi bien des domaines linguistiques, c'est-à-dire les linguistiques spécialisées dans des régions géographiques particulières ou dans des langues particulières, et puis les linguistiques spécialisées dans certains domaines d'analyse du type phonétique, morphologie, syntaxe, sémantique, etc., plus les linguistiques appliquées. Mais également, et à titre simplement indicatif, la linguistique théorique se nourrit aussi d'études philosophiques, enfin, lorsqu'elles ont trait au langage, bien sûr, de psychologie, de sémiotique, les études littéraires, mais on aurait aussi bien pu ajouter la sociologie et d'autres disciplines. Évidemment, il faudrait expliquer un peu plus précisément ce que signifie théorique dans linguistique théorique. Disons que cela supposerait de réfléchir à ce qu'est une théorie en général, et en particulier à sa dimension, enfin, à des dimensions qui sont, d'une part, le caractère axiomatique des théories, c'est-à-dire le fait qu'elles puissent être fondées sur des hypothèses générales à partir desquelles on pratique des déductions. Enfin bref, donc il y a une forme d'axiomatique qui peut être plus ou moins rigoureuse, plus ou moins logique, à partir de principes généraux. C'est quand même un peu cette idée-là qu'il y a dans la linguistique théorique, c'est-à-dire c'est l'idée que, quel que soit le problème linguistique ponctuel auquel on s'intéresse, on a conscience de s'y intéresser à ce problème linguistique ponctuel parce qu'il engage un problème beaucoup plus général qui concerne en général l'esprit humain, le fonctionnement de la cognition humaine, le fonctionnement des sociétés humaines, bref, autrement dit, l'esprit humain dans sa dimension individuelle ou collective. Bien. À cet égard, on pourrait presque considérer, mais je ne vais pas développer ce fil-là de la discussion, que, au fond, la linguistique théorique conçue de cette façon est un peu comme une branche de la philosophie, est un peu comme une branche de la philosophie, et au même titre qu'il y a aujourd'hui de la philosophie expérimentale, par exemple, qui travaille avec des expérimentations cognitives pour réfléchir à un certain nombre de problèmes concernant l'esprit, et le rapport entre esprit et cognition. De la même façon, en linguistique, on fait des observations empiriques, etc., ou alors même des pratiques expérimentales qui se rapprochent éventuellement de la psycholinguistique pour répondre à des questions générales. Donc au fond, la discipline, à mon avis, dont la linguistique théorique est la plus proche, disons parmi les grandes disciplines historiques, en partant de l'idée que la linguistique est une discipline, enfin, je veux dire, on n'a pas le temps, là c'est pas l'objet de faire un cours d'histoire des idées linguistiques, mais malgré tout la linguistique en tant que discipline est une discipline très récente, par rapport à la philosophie par exemple. Bon. Eh bien, au fond je dirais assez volontiers que la linguistique théorique, au moins telle que je la conçois, est un peu une sorte de façon de faire de la philosophie sur le langage, sachant que la philosophie du langage est une chose un peu particulière, à mon avis, à l'intérieur de la linguistique conçue comme une forme de philosophie, comme une branche de philosophie qui s'intéresse au langage, mais dans une perspective éventuellement beaucoup plus attentive aux langues et aux détails des langues que ne le sont en général les philosophes qui font de la philosophie du langage, quelle que soit l'orientation considérée. Bien, bon, on pourrait donc développer cela plus longuement, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire lors des conférences de linguistique. Vous avez eu cette information sur les conférences de linguistique organisées par oui. l'EA STIH, C'est
c'était M. Soutet qui nous a dit Ouais. qu'il y aura des conférences les jeudis après. Voilà, c'est ça, les jeudis en fin de journée vers 18h, je crois, 18 quelque chose comme ça. ouais. Voilà. Donc je ferai dans une quinzaine de jours une conférence sur les enjeux théoriques de la linguistique analogique. Donc là, j'en parlerai peut-être un petit peu de cette dimension-là. Bien. Alors, ce schéma, bon, je ne commente pas le détail de la partie droite, mais simplement j'insiste sur le fait que la notion de similarité telle qu'elle est conçue ici est envisagée dans une sorte de contraste avec la relation de contiguïté. Hein. Au plan ontologique, c'est-à-dire quand on considère les choses qui existent dans le monde, des choses peuvent être, vous prenez deux choses quelconques, elles sont soit dans une relation de contiguïté, c'est-à-dire qu'elles sont l'une à côté de l'autre du point de vue spatial, ou bien l'une sur l'autre, etc. Donc il y a un contact spatial d'une certaine forme, ou bien un contact temporel, l'une est avant l'autre, etc. Une forme est avant une autre, etc. Soit donc une relation de contiguïté, soit une relation de similarité. Hein. Une chose peut être similaire à une autre. Bon, on peut imaginer bien sûr que ces deux relations se combinent, c'est-à-dire qu'on peut avoir en relation de contiguïté des choses qui sont en même temps similaires. Bien. Ce sont deux relations qui existent au plan des choses du monde, mais également aussi au plan humain, c'est-à-dire que l'être humain, c'est une chose qu'on verra lorsqu'on analysera la dimension, disons, cognitive de l'analogie. L'être humain ne peut pas ne pas voir des similarités partout. Dès qu'on voit une chose, on ne la voit jamais pour elle-même. On la voit comme étant similaire à d'autres ou étant un exemple quelconque de choses qui lui sont toutes similaires. Je reviendrai sur cette notion, mais en tout cas, l'idée fondamentale, ce qui justifie qu'on s'intéresse de près à la similarité et donc à l'analogie, c'est l'idée que les processus analogiques, les processus basés sur les similarités, sont des processus cognitifs fondamentaux de l'être humain. Alors, on a vu qu'on pouvait définir la similarité, qu'on peut symboliser comme ça par un signe égal un peu en vague, là, comme étant une relation comportant deux critères d'abord, un critère différentiel. Il faut que des choses soient différentes il faut d'abord que des choses soient différentes pour qu'on les perçoive comme similaires, et ensuite il faut qu'il y ait des propriétés communes entre les deux éléments qu'on considère, ou les deux entités qu'on considère comme similaires. Donc, on peut distinguer d'une part la similarité de l'identité pure ou de la différence pure. Hein, identité pure, ça voudrait dire que vraiment deux choses, il n'y a pas un seul point de vue à partir duquel les choses peuvent être perçues comme différentes. Par exemple, mademoiselle, vous avez un pull noir avec des pois blancs. Bon, eh ben, tous les poids de votre vêtement peuvent être absolument considérés sans aucun problème comme identiques. Hein. Alors peut-être, je ne sais pas, si vous, en mangeant, faites une tâche, peut-être un poids va être un peu différent, etc. Mais ce sera vraiment un point de vue différent. A priori, il y a vraiment une identité pure entre chaque élément. Il n'y a absolument aucun point de vue qui amènerait à les distinguer. Mais on voit bien que c'est un cas limite et qu'on peut toujours facilement la déstabiliser, cette fameuse identité pure. Et si la similarité dépend d'un point de vue, on voit bien que l'identité aussi, considérer que des choses sont identiques, c'est aussi un certain point de vue. Et puis il y a la différence pure, c'est-à-dire deux choses qui n'ont absolument, strictement rien à voir. Je veux dire, pour lesquelles on ne pourrait pas imaginer le moindre point commun. Alors, vous allez me dire qu'il suffit d'ouvrir n'importe quelle page d'un surréaliste pour voir qu'avec deux choses qui n'ont absolument aucun rapport, eh bien, l'esprit peut créer un rapport, hein, et créer une tension, etc. Donc, c'est un principe qu'on admet, et d'ailleurs, l'idée de la créativité du contraste surréaliste ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas cette différence. C'est-à-dire qu'il faut que cette différence existe pour que le rapprochement soit celui du parapluie et de la machine à coudre dans la salle de dissection. Hein. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir un rapprochement entre deux choses qui soient suffisamment
éloignées et perçues comme complètement différentes pour que leur rapprochement frappe l'esprit et suscite l'imagination, indépendamment de toutes les significations déjà constituées. Donc, oui. Lorsqu'on parle, on dit deux relations fondamentales, donc indépendamment du langage. Pourquoi on dit indépendamment du langage? Je dis indépendamment du langage pour dire que le monde, dans le monde, même s'il y avait, si vous prenez, je sais pas, une planète où il n'y a pas d'êtres humains, sur cette planète, on pourra observer, mais observer, ça veut dire qu'un être humain va venir observer, hein, c'est sûr. Donc c'est d'une certaine façon projeté par l'être humain, mais je veux dire, si la science existe, c'est aussi parce qu'à certains moments, le regard de l'être humain n'est pas purement subjectif, mais une chose. Donc, ça veut dire que les relations, elles existent dans le monde. Ces relations-là, de similarité et de contiguïté, elles existent, dans certains cas, dans le monde, indépendamment des représentations qu'on en a. C'est important pour éviter, si vous voulez, le relativisme, parce que très souvent, on a, donc, parmi les chercheurs qui ont travaillé sur les questions de similarité et d'analogie, traînent très souvent cette idée que, au fond, c'est toujours l'être humain qui projette les similarités. Ben non, parce que si c'était le cas, et si chaque chose du monde était absolument identique à elle-même sans aucune relation avec quoi que ce soit d'autre, il n'y aurait pas de science possible, il n'y aurait aucune généralité possible, d'une certaine façon. Vous voyez, donc, il faut bien partir de l'idée qu'à un certain moment donné, il y a des similarités qui sont démontrables, qui sont dans le monde, hein, ou alors qui sont dans des textes. Si on considère, par exemple, un plan qui n'est plus le plan du monde spatio-temporel, mais le plan des textes. Bon, bah, on peut montrer que des textes sont plus ou moins similaires, avec toutes sortes de propriétés, qui vont pouvoir être considérées comme objectives si elles sont partagées, argumentées. Hein, et ça n'est pas seulement un point de vue complètement subjectif. Cela dit, on peut aussi avoir quelqu'un qui dit ah oui, cette musique me fait penser à, je sais pas, à la cathédrale, à Notre-Dame, bon, enfin, bah, un truc bon, qui peut être complètement subjectif à ce moment-là, vous voyez. Mais c'est pour cette raison que j'ai insisté sur le fait que ces deux relations, similarité et contiguïté, peuvent exister sur les deux plans, soit en tant que représentation plus ou moins individuelle, enfin plus ou moins subjective ou partagée parmi les hommes, ou bien des représentations qu'on peut considérer comme décrivant aussi correctement que possible le monde. Hein. On sait bien que la science évolue, mais malgré tout, elle essaie d'approcher la réalité. Cette réalité, on tend vers sa description et son analyse. Hein. Voilà. Alors, donc, on a vu également que cette notion de similarité pouvait être présentée sous la forme d'un continuum, c'est-à-dire que si on met les cas simples, en apparence, hein, de l'identité et de la différence, en deux polarités externes, on voit que la similarité apparaît dès que l'identité se fissure en quelque sorte en deux éléments qui vont avoir des propriétés différentielles, et c'est là où vous voyez que c'est bien la différence qui au départ produit la similarité. Hein, c'est la différence qui produit la similarité à partir de l'identité dans un schéma comme ça. Bon, mais si on le voit de l'autre côté, si on part de la différence, la similarité, elle apparaît dès que on trouve au moins une propriété commune entre deux entités qui étaient perçues comme n'ayant aucune propriété commune. Bon, on reviendra, cette notion de propriété commune, est-ce qu'il y a des choses différentes ? Là, j'ai l'air de les présenter comme si c'était très simple, très évident. Bon, il y a des textes en particulier de Goodman qui montrent que bon, bah, ce genre de réflexion se heurte au problème suivant, c'est que, au fond, on peut toujours trouver des propriétés communes à n'importe quoi et n'importe quoi. On prend deux entités quelconques, on peut toujours trouver des propriétés communes. Bon, ça c'est pas, on peut pas
dire que c'est toujours le cas. Parce que ces propriétés communes, peut-être oui, on peut en trouver, mais la vraie question c'est est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas pour l'être humain qui vit dans le monde et dans une société. C'est là où ça va être, où il va y avoir une sorte de stabilité de la possibilité qu'il existe de véritables choses complètement différentes, de véritables choses complètement identiques et des choses véritablement similaires. Alors, pour mettre en relation la similarité et l'analogie, vous voyez qu'il y avait une neutralité de la similarité. La similarité, c'est au fond un état, c'est une propriété des choses, est-ce qu'elles ont ou pas des propriétés communes. Si des choses ont des propriétés communes, soit ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés communes, mais au fond, dans le contexte où on se trouve, dans les objectifs qu'on a, on considère que malgré tout, les différences l'emportent, et ça s'arrête là. Il y a de la similarité, mais c'est quand même différent. Et il va y avoir analogie à partir du moment où on va considérer que les propriétés communes l'emportent largement sur les propriétés différentielles, au point qu'on puisse presque considérer, ou les voir, ces deux choses similaires comme identiques. Donc vous voyez que ça relativise cette idée-là. C'est-à-dire que ça, c'est le continuum de la similarité, mais l'analogie, elle fait un saut. Elle fait un saut du côté de l'identité. C'est-à-dire, ce qui est perçu comme similaire, elle le rebascule du côté de l'identité. Et là, ça va produire quelque chose. Alors, j'avais donc annoncé le plan, alors encore une fois très prévisionnel, on verra ce qu'on a le temps de traiter ce semestre et au second semestre. Je le dis aussi pour ceux d'entre vous qui n'étiez pas là la semaine dernière, qu'il y aura des conférenciers au deuxième semestre, en plus du cours. Des conférenciers qui donc illustreront différents aspects de la perspective analogique. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est le point de vue de l'arbitraire du signe dans le cours de linguistique générale. Alors, je n'ai peut-être pas assez justifié, je vais le faire rapidement ici. Je me suis rendu compte après le cours de la semaine dernière que même en ayant vu, si vous voulez, ce plan, vous n'aviez pas forcément une idée très précise de quoi il est question dans cette affaire de linguistique analogique. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À quel genre de problème on va s'intéresser? Bon, grosso modo, pour vous donner un aperçu un petit peu concret qui vous permettra de suivre ensuite le raisonnement plus général, il y a trois grands types de similarités qui sont susceptibles de produire des analogies. Si vous considérez que le plus simple dans la description linguistique, c'est de distinguer la forme du contenu. La forme, par exemple, le signifiant, le contenu, le sens, la signification, le signifié. Bon. Donc, admettons, nous avons forme, contenu. Bon. Quelles peuvent être les similarités? Eh bien, on peut avoir des similarités entre des formes, des similarités entre des contenus, ou bien des similarités entre des formes et des contenus. Bon. Des similarités entre des formes, il y a toutes sortes. C'est là qu'on pratique la linguistique analogique. On regarde toutes les formes et on regarde qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des similarités entre les formes. Alors, par exemple, le concept même de phonème, il est fondé en tant que, pas tellement en tant que concept structural, mais surtout en tant que concept, si vous voulez, psychoacoustique. C'est-à-dire, un phonème, lorsque vous connaissez une langue, vous l'entendez. Lorsque vous ne connaissez pas une langue très différente de la vôtre, vous ne l'entendez pas. Par exemple, là, je vois qu'il y a des étudiantes chinoises autour de nous. Moi, je ne connais pas le chinois, il y a des sons, des différences de sons que je n'entends même pas. Pour moi, ils sont identiques, alors que une oreille exercée, un cerveau exercé à cette discrimination l'entend. Donc ça veut dire quoi à ce niveau-là? Ça veut dire qu'il y a des similarités entre certaines articulations phonétiques, phonatoires
et puis une similarité entre certains signaux acoustiques qui forment une catégorie, qui vont former un phonème au fond. Hein. Donc le simple concept de phonème est déjà le produit d'une relation de similarité entre différentes actualisations du phonème. D'accord ? Bon. D'autres exemples simplement aux questions au niveau de la forme. L'analyse des rimes, la paronomase, toutes ces choses-là qu'on fait en stylistique par exemple, relèvent également de l'analogie. Qu'est-ce que ça va être l'analogie fondée sur la similarité dans l'analyse des rimes ? Bah, vous connaissez tous ça, tous ceux d'entre vous qui ont fait un peu de linguistique et d'études appliquées aux études littéraires. C'est que, en général, quand on étudie les rimes dans un texte, on essaie de voir en quoi la similarité des signifiants peut produire une analogie des signifiés, c'est-à-dire un rapprochement des réseaux associatifs sémantiques des deux mots qui sont mis en rime. Hein. Bon, je sais pas moi, j'ai pas prévu d'exemple en tête, mais vous voyez bien à quoi je veux faire allusion. Bon, ça c'était des exemples pour des formes similaires à d'autres formes. Des contenus similaires à d'autres contenus. Ça va être quoi ? Ça va être, par exemple, la comparaison des structurations conceptuelles d'une culture à l'autre. Hein. On va être dans des relations de similarité, pas forcément d'identité, rarement d'identité. Il y a aussi ce que Lakoff appelle les métaphores conceptuelles, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des similarités entre, par exemple, entre l'idée de discussion. La discussion est une guerre. Vous connaissez ça, les métaphores, c'est un exemple caractéristique des métaphores conceptuelles de Lakoff. C'est que lorsque vous voyez quels sont les mots qu'on utilise pour parler d'une discussion, vous dites j'ai combattu ses arguments, il a capitulé devant les miens, etc., etc. Donc on métaphorise conceptuellement la discussion comme une guerre. Donc là, il y a une similarité entre des contenus de sens, hein, entre l'idée de discussion et l'idée de guerre. Donc toute la théorie des métaphores conceptuelles est incluse en quelque sorte dans un type d'analogie, les analogies entre formes, entre contenu 1 et contenu 2, hein, si on veut. Et puis enfin, il y a les analogies entre forme et contenu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'iconicité. Hein. C'est-à-dire le fait que le signifiant ressemble au signifié, que la forme ressemble au contenu. Alors ça, il y a toutes sortes, donc que le signe n'est pas arbitraire. Il y a toutes sortes de façons de le comprendre, et c'est le point, si vous voulez, qui est un peu le cœur de la linguistique analogique, parce que c'est là où il y a les choses qui sont les plus discutées d'une certaine façon. Hein. D'ailleurs, la question des métaphores conceptuelles, on peut en discuter un peu, de la pertinence, etc., mais il y a eu pas mal de littérature là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord. Enfin, j'exagère un peu, mais disons que dans le cas, si vous voulez, je sais pas, de la rime, de la paronomase pour les analogies entre formes, ou bien dans le cas des analogies entre contenus pour les métaphores conceptuelles, en parler en termes d'analogie, c'est simplement requalifier des champs de recherche déjà existants et déjà bien documentés. Alors que la question de l'iconicité, c'est une problématique beaucoup plus récente, encore peu documentée, peu connue. Elle l'est, hein, tout de même. Depuis maintenant 15 ans, il y a pas mal de travaux, très peu en France, beaucoup plus aux États-Unis et dans les pays du Nord, enfin, je veux dire, en Suisse, en Hollande. Il y a un certain nombre de chercheurs en Europe, mais peu en France, hein, curieusement, qui travaillent sur ces questions-là. Donc là, il y a vraiment une sorte de zone de la recherche qui est beaucoup plus en cours, si vous voulez, qui est plus instable et du coup qui est plus intéressante. Donc, voilà la raison pour laquelle il est important de s'interroger sur la question de l'arbitraire. Hein. Et je commence par là parce qu'évidemment,
pour parler de toutes ces analogies et ces similarités, il faut être un petit peu au clair sur le concept de signe bon, quoi de mieux que de repartir du cours de linguistique générale. On pourrait partir aussi d'autres choses, c'est-à-dire de Peirce par exemple, mais Peirce on y viendra plus tard. Alors, j'avais rappelé donc les notions, je n'y reviens pas, de signifié, signifiant et de référent, hein, le concept de référent étant, disons, exclu de la théorie saussurienne du signe, où seuls le signifié et le signifiant, dans leur définition différentielle, sont pris en considération, sont considérés comme pertinents, donc dans le cadre de la théorie de la valeur. Et je m'étais arrêté à la question de l'arbitraire absolu et de l'arbitraire relatif. Bon, j'avais rappelé les définitions de ces concepts, et là je voudrais qu'on regarde un petit peu mieux dans le texte comment les choses sont formulées. Donc, voici quelques extraits, donc, et d'abord, hein, je vous avais dit, l'arbitraire du signe est présenté comme, alors je précise bien, dans le cours de linguistique générale. On y reviendra dans un instant, ça ne veut pas dire dans la pensée de Saussure, hein, c'est dans le texte du cours de linguistique générale. Le premier principe, l'arbitraire du signe. Donc, vous voyez l'importance qui est donnée dans ce cours, hein, dans ce texte. L'arbitraire du signe est vu comme le premier principe de la linguistique générale. Donc, ça lui donne une importance évidemment considérable. Alors, lisons ensemble ce dont il s'agit. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement, le signe linguistique est arbitraire. Alors ça, cette formule, le signe linguistique est arbitraire, vous avez ça absolument partout. Prenez n'importe quel ouvrage de sémantique, c'est extrêmement rare, sauf dans les courants qui travaillent sur l'iconicité, qu'on ne reproduise pas cette idée sous une forme ou une autre. Alors, ok, c'est un principe. Maintenant, comment il est illustré? Ainsi, l'idée de sœur n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons, sœur, qui lui sert de signifiant. Il pourrait aussi bien être représenté par n'importe quel autre. Donc, par exemple, en français, on dit sœur pour dire une sœur, frère pour dire un frère, mais on aurait très bien pu dire frère pour sœur ou sœur pour frère. Ouais. À preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes. Le signifié bœuf a pour signifiant bœuf d'un côté de la frontière et ox de l'autre. D'accord ? Donc là, on a cette idée que, d'une part, il n'y a pas de lien logique, hein, aucun rapport intérieur, il n'y a pas de raison, on ne peut pas expliquer, c'est ça l'idée qu'il n'y ait pas de lien intérieur, on ne peut pas expliquer pourquoi on a choisi ces sons-là, sœur, pour se signifier là, sœur. Il n'y aurait pas de raison. Bon. Et par ailleurs, si on prend en considération la différence des langues, on voit bien, entre guillemets, vous allez voir dans un instant, mais peut-être que vous avez déjà vu le problème, si on prend le signifié bœuf, eh bien, en français, il est associé au signifiant bœuf, et en allemand au signifiant ox. Bien. Donc, arbitraire, hein, puisque j'ai le même signifié, et deux signifiants différents. Alors, ça c'est le principe de base. Maintenant, on va voir un tout petit peu comment, dans la suite du texte, les choses sont un peu renforcées par deux aspects. Une remarque en passant. Donc, je poursuis la lecture de cet extrait du cours de linguistique générale. Quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les modes d'expression qui reposent sur des signes entièrement naturels, comme la pantomime, la pantomime, je précise peut-être pour les étudiants étrangers, c'est simplement le mime, hein, c'est mimer une action. Comme la pantomime, lui reviennent de droit. Donc, la sémiologie devra se demander si les modes d'expression qui reposent sur des signes entièrement naturels lui reviennent de droit. Donc, vous voyez que
l'idée, c'est qu'il y a une opposition entre les signes arbitraires d'un côté et de l'autre côté les signes entièrement naturels. Donc arbitraire s'oppose à naturel ici. En supposant qu'elle les accueille, son principal objet n'en sera pas moins l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe. Bon, alors, pourquoi ? Donc, vous avez compris, on peut imaginer que la sémiologie, c'est-à-dire la science des signes en général, c'est aussi une notion qu'introduit Saussure. La sémiologie, c'est donc la science des signes, dont la linguistique serait finalement un cas particulier, puisque c'est la science des signes linguistiques, et que la sémiologie peut s'intéresser à toutes sortes d'autres signes, des signes visuels, etc., l'image, la photographie, le cinéma, tout ce que vous voulez. Et la question qui se pose, c'est de savoir si les signes qui ne seraient pas arbitraires font partie de la sémiologie. Alors oui, pourquoi pas, dit Saussure, mais il considère que malgré tout, même si on admet qu'on intègre dans la sémiologie les signes qui reposent sur une explication naturelle, donc c'est-à-dire cette fois-ci, s'ils sont naturels, ça veut dire que le rapport entre le signifiant et le signifié, il va être explicable. Il va y avoir un lien entre signifiant et signifié. Eh bien, est-ce qu'ils vont faire partie de la sémiologie ? Oui, mais ils en feront partie en tant que cas limite. C'est ça l'idée générale. Pourquoi ? Eh bien, tout moyen d'expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective ou, ce qui revient au même, sur la convention. Alors là, dans ce petit passage, vous avez le point crucial avec l'opposition très nette entre nature et société ou culture. Vous voyez que d'un côté, on a cette idée qui n'est pas propre à Saussure d'ailleurs. Encore une fois, ici on commente non pas la pensée de Saussure, mais le texte du cours de linguistique générale. Mais il y a cette idée que les moyens d'expression qui sont en usage dans les sociétés humaines, en tant qu'ils sont humains, reposent sur des conventions. Alors que, dans le monde de la nature, donc dans l'animalité, d'une certaine façon, on n'a pas de convention. On exprime directement. On exprime avec un son qui aura un lien direct avec le signifiant, avec le signifié. Je ne sais pas, si un lion rugit très fort, il exprime sa colère par un signifiant suffisamment explicite, alors que si je dis je suis vraiment en colère, je vais utiliser un moyen linguistique pour exprimer ma colère. Oui, bon, peut-être, c'est pas si clair que ça, la différence. Parce que, au fond, quand je suis en colère, je peux rugir d'ailleurs, d'une certaine façon. Il y a aussi une dimension naturelle et de colère qui peut se manifester chez l'être humain. Donc, mais malgré tout, les mots que je vais utiliser vont avoir une dimension arbitraire. Donc, il y a quelque chose, vous comprenez, là, qui se joue dans un clivage entre le langage comme étant le propre de l'homme, donc devant forcément reposer sur des conventions humaines, qui sont la grandeur de l'homme qui s'arrache de la nature. Et l'attachement à l'arbitraire vient de là. Et inversement, si on s'attache à la naturalité du signe, à ce qui fait que le signe a des attaches naturelles, c'est-à-dire qu'au lieu d'être purement arbitraire, c'est-à-dire si on peut trouver des liens entre le signifiant et le signifié, on a l'impression qu'on va sombrer dans quelque chose qui sort de l'humain et qui va être de l'ordre de la nature, enfin qui ne va pas être le propre de l'homme en quelque sorte, qui va être quelque chose d'un peu secondaire, existant, etc. Bon. Donc une partie de notre travail va être de relativiser,
j'ose pas dire déconstruire cette opposition, mais c'est quand même un peu l'idée. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre cette opposition trop au sérieux. Hein. C'est sûr que je pense que la plupart du temps, les orientations, aussi bien en philosophie du langage qu'en linguistique, qui valorisent l'arbitraire du signe, sont très souvent fondées sur la description de ce qui va être effectivement peut-être le plus humain dans le langage, hein, peut-être quelque chose qui a à voir avec la communauté des hommes, etc. Bon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, au plan de l'analyse linguistique, la dimension naturelle n'existe pas. Donc il y a une sorte de... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion de naturalisation de l'intentionnalité en philosophie, hein, de l'intentionnalité, concept phénoménologique, et depuis maintenant il y a un certain nombre d'années avec un certain nombre de chercheurs, il y a une tentative de relier les sciences cognitives à la phénoménologie par ce qui s'appelle donc cette idée de naturalisation de l'intentionnalité. Bon, là, il y a cette idée d'une naturalisation du signe. Hein. Il faut aussi voir le signe pas seulement comme une convention, mais aussi dans ce qu'il a de naturel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une dimension de convention aussi. Mais il faut faire la part entre ce qui relève de la convention et ce qui n'en relève pas. Bon. On va voir par ailleurs que l'opposition entre arbitraire et pas arbitraire ne repose pas seulement sur cette opposition entre conventionnel et naturel, mais aussi sur autre chose qui va être mis en jeu dans l'opposition entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif. Bien. Alors, suit l'exemple, les signes de politesse, par exemple, doués souvent d'une certaine expressivité naturelle, alors qu'on pense au Chinois qui salue son empereur en se prosternant 9 fois jusqu'à terre, bon, je ne sais pas si... non, vous voyez, d'ailleurs, c'est amusant, très souvent, quand les Européens veulent donner un exemple avec un décalage culturel, c'est toujours les Chinois qui prennent comme exemple, n'en sont pas moins fixés par une règle. Hein. Alors, ce serait quoi l'expressivité naturelle du Chinois qui salue son empereur en se prosternant 9 fois jusqu'à terre? Bon, est-ce que se prosterner, c'est particulièrement naturel pour marquer son... Ça se discute, hein. Bon. Ne sont pas moins fixés par une règle, bah oui, pourquoi 9 plutôt que 7, voilà, si effectivement il y avait une coutume de ce type. C'est cette règle qui oblige à les employer, non leur valeur intrinsèque. Bah oui, mais pourquoi il y a cette règle? Pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, pour saluer l'empereur, on lui crache pas 9 fois au visage? Ouais, si c'est complètement arbitraire, hein, pourquoi pas? Ben non, parce que ce ne serait pas tout à fait la même chose. Hein. Donc il y a bien un lien quand même entre le geste et sa signification. Même si d'une culture à l'autre, les gestes peuvent être variables. Mais on ne peut pas imaginer certains gestes pour certaines significations. L'arbitraire, il a des limites quand même. Vous voyez ? On pourrait comparer des gestes, je ne sais pas moi, des gestes... pour dire bonjour versus des gestes pour dire je te menace, hein, d'une culture à l'autre. On verrait sans doute de grandes différences entre les cultures, mais on verrait quand même à chaque fois, je pense, que les gestes de menace ont quelque chose où la menace est présente dans une sorte de symbolique naturelle du geste, quoi. Et de même pour un geste qui serait un geste d'ouverture, etc., un geste amical. On peut donc dire que, alors voilà la conclusion Saussure, hein, que les signes entièrement, enfin du cours de linguistique générale, les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. Donc vous voyez que le raisonnement dans cette première partie consiste à dire, quel que soit le degré de naturalité d'un signe, c'est-à-dire quels que soient les liens qu'on puisse trouver entre signifié et signifiant, il y aura toujours une convention. Donc c'est la convention qui est la base de tout. Mais vous voyez qu'on peut complètement renverser l'idée. C'est-à-dire, quelle que soit la convention, on peut toujours trouver quelque chose de naturel sur quoi est fondée la convention. Enfin, on peut parfois
pas toujours, mais on peut toujours se poser la question de savoir si la convention repose sur quelque chose de naturel ou pas. Bon, donc la première partie du raisonnement, ça consiste à dire que la sémiologie, d'une manière générale, dans la mesure où c'est une science des signes, et que les signes entre êtres humains ont cette caractéristique d'être des conventions, donc d'être arbitraires, l'idéal des systèmes sémiologiques, ce sont les signes arbitraires. Or, et c'est la fin du raisonnement, comme la langue comme l'arbitraire est le premier principe de la linguistique générale, donc la langue serait peut-être le plus arbitraire de tous les systèmes de signes, eh bien, la linguistique n'est pas juste une branche de la sémiologie, mais la branche la plus représentative de la sémiologie. C'est la dernière partie du texte. C'est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes d'expression, est aussi le plus caractéristique de tous. En ce sens, la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. D'accord ? Donc, vous voyez que l'arbitraire, là, joue un double rôle. Il joue un rôle dans la définition de l'idéal sémiologique, et puis il joue un rôle, du coup, pour dire que la linguistique n'a pas une place quelconque au sein de la sémiologie en tant qu'étude générale des signes, mais qu'elle est le représentant le plus caractéristique des systèmes sémiologiques dans la mesure où elle repose sur l'arbitraire. Donc, on a vu là que l'arbitraire absolu est fondé sur l'idée qu'il n'y a pas de relation entre le signifiant et le signifié, que donc ça signifie que le lien est aléatoire ou irrationnel, non naturel, j'aurais pu ajouter ici, entre signifiant et signifié. L'exemple qui est donné, c'est donc que l'exemple de la différence entre les langues, avec bœuf-ox, le signifié bœuf reste le même, mais le signifiant c'est bœuf ou ox, que l'arbitraire est caractéristique de l'ensemble des signes sémiologiques et qu'il est lié à des conventions. Bon, alors dans la suite du texte, Saussure aborde deux objections possibles, qui sont les onomatopées et les exclamations. Alors, voyons d'abord les onomatopées. On lit la chose suivante. Dans le CLG, signalons en terminant deux objections qui pourraient être faites à l'établissement de ce premier principe. Donc je rappelle, c'est le principe de l'arbitraire. Premièrement, on pourrait s'appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. Par exemple, on a vu tic-tac, quand on entend le son d'une horloge, le son qu'on entend ressemble à tic-tac. Tout au moins, les phonèmes tic-tac sont une approximation du son de l'horloge. Mais, donc, ces onomatopées ne sont jamais des éléments organiques d'un système linguistique. Alors, organique, difficile de savoir exactement ce que ça veut dire ici, mais simplement, ce ne sont pas des éléments structurants, ce sont des éléments quand même qui sont à la marge du système linguistique. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand qu'on ne le croit. Bon, je ne sais pas qui croit qu'il y a un immense nombre d'onomatopées. Bon, cela dit, il y a récemment un dictionnaire des onomatopées qui est apparu, qui est beaucoup plus grand qu'on pourrait imaginer. Des mots comme fouet ou glas peuvent frapper certaines oreilles par une sonorité suggestive. Fouet. D'accord ? Glas, peut-être un peu moins, mais fouet, pourquoi pas. Mais pour voir qu'ils n'ont pas ce caractère dès l'origine, il suffit de remonter à leur forme latine. Fouet, dérivé de fagus, être, glas de classicum. Alors, fagus, ça fouette moins que fouet, d'après Saussure. Il y a quand même le f, de fouet. La qualité de leur son actuel, ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. C'est curieux comme raisonnement. Fouet, dans ce raisonnement, vous comprenez bien, l'idée c'est que fouet, le son fouet, évoque mieux l'idée de fouet que fagus, en latin. Ça reste à démontrer,
sais pas si pour un latin, fagus, il entendait déjà le fouet. C'est difficile à savoir, hein, mais bon, admettons. Admettons donc que fagus soit moins onomatopéique que fouet. Qu'est-ce que ça prouve? Si ça a évolué comme ça, est-ce que on ne pourrait pas aussi penser que si le mot a évolué de cette façon, alors bien sûr il y a des lois phonétiques, hein, ici on a peut-être une évolution phonétique tout à fait traditionnelle, mais on peut imaginer dans certains cas que l'accroissement d'iconicité d'un mot, le fait que le mot devienne plus sensible, ce soit précisément une réussite de l'évolution de la langue. Hein. Et que si fouet fouette mieux que fagus, c'est peut-être aussi pour de très bonnes raisons. Bien, bon, mais cela dit, il faudrait vérifier de près l'évolution phonétique de fagus pour voir s'il y a quelque chose de particulier. Je ne pense pas a priori, mais bon, ça n'empêche pas le caractère général du raisonnement que je viens de faire. Enfin, la pertinence générale, tout au moins le souci général qu'il faut avoir dans la remarque que je viens de faire. Ensuite, la qualité de leur son actuel, ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. Voilà. Hein. Toujours, quand on a l'arbitraire, on a de l'irrationnel, du fortuit, du hasard, et des choses qui ne s'expliquent pas. Bon. Deuxième remarque, toujours sur les onomatopées. Donc, les onomatopées authentiques, du type glouglou et tic-tac. Ah oui, alors là, en fait, quand il dit onomatopée dans cette première partie, il pense aux mots d'origine onomatopéique. Il y en a quand même un certain nombre. Quand vous consultez le TLFI, vous avez cette indication sur les mots d'origine onomatopéique. Je ne sais pas, par exemple, meugler, le verbe qui indique le bruit que fait la vache. C'est un mot d'origine onomatopéique, parce que la vache, enfin l'onomatopée qui imite le cri d'animal, enfin le cri de la vache, c'est meu, donc meu a donné meugler. Bon. Oui. Est-ce qu'on peut introduire les onomatopées dans le naturel, dans les signes naturels? Oui, bien sûr. Voilà, on va le voir tout de suite avec le cas des onomatopées authentiques. Mais je faisais cette précision parce que je n'ai pas commenté suffisamment précisément tout à l'heure que les mots fouet et glas sont des mots d'origine onomatopéique, disons. Enfin, quoique, non, puisque, attendez, je dis une bêtise là, parce que il considère que ce caractère onomatopéique n'existe pas dès l'origine. Hein. Donc, il y a cette distinction entre des onomatopées tout court et des onomatopées qu'il appelle authentiques. C'est-à-dire, je pense là, dans ce texte, des onomatopées incontestables. C'est-à-dire, on peut, à la limite, contester que fouet soit une onomatopée, et dire qu'après tout c'est un peu subjectif le fait de considérer que fouet évoque bien le son du fouet. Alors que pour tic-tac c'est absolument incontestable. D'accord ? C'est comme ça qu'on comprend la distinction entre les deux types d'onomatopées. Mais il ne faudrait pas oublier les onomatopées, enfin les mots d'origine onomatopéique, dont je parlais il y a un instant avec l'exemple de meugler. Bien. Alors, les onomatopées authentiques, non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbitraire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits. Comparez le français wawa et l'allemand wao wao. Aucun rapport. Et comme cocorico, on avait vu, cocorico, kikeriki, aucun rapport. Évidemment, c'est ironique. On voit bien qu'il y a des liens, des liens sonores entre kikeriki, cocorico et d'autres, peut-être, cris du coq. Bon. Et d'autres noms dans les langues des cris d'animaux. Donc, lorsqu'on dit, bien sûr, que les onomatopées authentiques sont des approximations, et qu'elles sont à demi conventionnelles. Mais elles sont donc à demi naturelles. Je veux dire qu'on voit bien là l'idée qu'il y a une sorte de perspective qui consiste à évacuer à chaque fois
ce qui est naturel pour dire « Ah oui, il y a toujours une convention ». Oui, mais ça, d'accord, il y a toujours une convention. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire comme s'il n'y avait pas cette dimension naturelle. Alors, sauf dans une perspective qui est celle de Saussure, où on va évacuer tout le naturel, hein, comme on évacue le référent, etc. Pour être dans un ordre spécial qui est l'ordre sémiotique, hein, c'est-à-dire un régime d'être qui est le régime des signes. Bien, mais ça on reviendra là-dessus. Alors, en outre, une fois introduites dans la langue, elles sont plus ou moins entraînées par l'évolution phonétique, morphologique, etc., que subissent les autres mots. Pigeon du latin vulgaire pipio, dérivé lui-même d'une onomatopée. Bon, ben là, oui, en effet, pigeon est peut-être moins onomatopéique que pipio, qui pépi, hein, pigeon, c'est sûr. Donc là, l'onomatopée s'est perdue. Hein. Preuve évidente qu'elles ont perdu quelque chose de leur caractère premier pour revêtir celui du signe linguistique en général qui est immotivé. Bon, mais on pourrait trouver des contre-exemples. Alors maintenant, les exclamations, très voisines des onomatopées, donnent lieu à des remarques analogues et ne sont pas plus dangereuses pour notre thèse. Attention, ces choses-là naturelles sont très dangereuses. On est tenté d'y voir des expressions spontanées de la réalité, dictées pour ainsi dire par la nature. Mais pour la plupart d'entre elles, on peut nier qu'il y ait un lien nécessaire entre le signifié et le signifiant. Il suffit de comparer deux langues. Alors vous voyez à nouveau l'argument des deux langues à cet égard, pour voir combien ces expressions varient de l'une à l'autre. Par exemple, au français aïe correspond l'allemand ao. Oui, c'est différent, mais bon, il y a quand même une voyelle ouverte au début, a, et c'est peut-être pas tout à fait gratuit. C'est peut-être pas tout à fait aléatoire. Hein. Je sais pas moi. Le jour où on me trouvera une langue dont l'onomatopée de la douleur, c'est mic, par exemple. Je veux dire, une consonne non occlusive avec une voyelle très fermée, ça me paraît impossible. Vous voyez. Oui, mademoiselle. Là, je ne comprends pas vraiment pourquoi il veut à tout prix évacuer tout ce qui est naturel. Eh bien, c'est une thèse, si vous voulez. Il y a une grande cohérence hein, dans cette pensée. Il y a cette idée que les signes linguistiques sont des êtres d'un genre un peu particulier, qui ne sont ni des choses naturelles, comme des objets du monde, ni de pure pensée. Mais qu'il y a une sorte d'ordre intermédiaire, là c'est vraiment un point de vue ontologique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un type d'êtres qui sont les signes, qui sont conventionnels, qui sont, selon la théorie de la valeur, qui existent par leur différence entre eux, hein, par un système de différence, et donc qui sont entièrement, d'une certaine façon, le produit de la convention. Quand je dis entièrement, ça veut dire que tout ce qui n'est pas en rapport avec la convention n'a plus rien à voir avec leur être en tant que signe dans un système de signes. Vous voyez, c'est ça l'idée, la grande cohérence. Mais c'est un point de vue, alors c'est un point de vue très cohérent qui a un intérêt absolument certain, hein, mais qu'on peut considérer comme un peu limité, parce qu'il laisse de côté énormément de choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent générer des interrogations, des recherches, etc., sur d'autres plans. Donc, ça ouvre des perspectives, mais ça en ferme d'autres. Hein. Ça en a ouvert pendant toute la période structuraliste, et vous savez que ce texte de Saussure a eu une influence en critique littéraire, en anthropologie, en psychanalyse, enfin bref, dans toutes sortes de champs de la recherche. Mais c'est une perspective, comme la plupart du temps, hein, quand on fait un choix théorique, on approfondit dans un certain sens et on oublie certains aspects. Donc il y a une sorte de renouvellement des études linguistiques
qui vient précisément du fait de prendre en considération la dimension naturelle, qu'on avait un petit peu négligée. Alors, je vois que, oui, il y a des étudiants qui attendent. Ce qu'on va faire, c'est, comme la semaine dernière, une petite pause, et on reprend d'ici une dizaine de minutes.